Je n'avais pas manqué un seul dîner du dimanche en 12 ans. Pas une seule fois. Pas même après des semaines de 70 heures de travail. Pas même après avoir enchaîné les doubles journées pendant la période des impôts. Pas même cet hiver-là où j'avais attrapé une grippe si forte que je tenais à peine debout. Ma mère, Linda, disait toujours que j'étais celle sur qui on pouvait compter. La fille qui se souvenait des anniversaires, qui apportait le dessert, qui se présentait. Ce soir-là, j'ai conduit les 40 minutes jusqu'à la maison de mes parents avec un plat de lasagne encore chaud sur mon siège passager. Je l'avais préparé moi-même, celui que papa Franck aimait avec un supplément de fromage et sans ricotta. L'odeur de l'ail et du basilic emplissait la voiture comme un souvenir. Cette odeur avait toujours signifié la maison. La lumière de leur Porsche était allumée quand je suis arrivé, un jaune pâle se détachant sur le crépuscule, le genre de lumière qui vous faisait penser que quelqu'un vous attendait. Je me suis garé devant, en faisant attention de ne pas bloquer la place de Greg dans l'allée. Il était mon frère aîné, il avait toujours la place la plus proche de la maison. J'ai monté les escaliers avec les lasagnes chaudes dans mes mains. Un rythme familier, gauche, droite, une pause sur la 3e marche parce qu'elle craquait. Je n'ai pas frappé tout de suite. J'allais attraper la porte moustiquaire quand j'ai entendu mon nom. Diane ne sera pas un problème. Elle ne dit jamais non à la famille. C'était la voix de Franck, neutre, pleine de certitude. Je me suis figé. Ma main est restée suspendue près de la poignée. À l'intérieur, les voix ricochaient sur le carrelage de la cuisine. La voix de maman Linda semblait tendue. Mais 300 000 ? C'est de la folie, Greg. Comment as-tu seulement ? Peu importe comment, dit sèchement Greg. Ce qui compte, c'est que j'ai besoin que ce soit réglé avant que l'audit ne s'approfondisse. Vous aviez dit que vous aideriez. Puis Franck à nouveau, calme, décidé. Nous le ferons. Diane a eu cette promotion. Tu te souviens ? Analyste senior dans cette grande firme. Elle doit se faire quoi, 150 000 maintenant ? Le plat dans mes mains n'a pas bougé, mais quelque chose en moi a basculé. Je suis resté complètement immobile, comme si bouger pouvait empirer les choses. La porte moustiquaire pressait froidement contre mon bras. Les lasagnes perdaient lentement leur chaleur entre mes doigts. À l'intérieur, la conversation continuait comme si je n'existais pas. Elle a mentionné quelque chose à propos de primes, ajouta Greg. Probablement plus de 150 000. Ma mère soupira. Elle travaille si dur. Elle l'a toujours fait. Il y eut une pause. Puis la voix de Linda, plus douce maintenant, comme si elle se convainquait elle-même. Nous dirons que c'est pour le toit. La maison a des fuites. On peut commencer par là. 30 000, peut-être. Puis plus tard, des frais médicaux. Je dirais que j'ai besoin de quelques interventions. Greg ne la laissa même pas finir. Espacer les demandes. Elle donnera. Elle donne toujours. Vous vous souvenez du prêt pour l'entreprise ? 20 000. Sans poser de questions. Elle n'a jamais demandé à être remboursée. Elle nous a donné sa prime d'embauche, dit Franck comme si c'était un motif de fierté. 40 000. Elle l'a juste donné. Greg se mit à rire. Qui fait ça ? Elle croit encore que nous sommes une vraie famille. C'est presque triste. Linda ne rit pas. Sa voix revint, cassante. Ne parle pas de ta sœur de cette façon. Elle est naïve, maman. Elle pense que se pointer avec de foutues lasagnes signifie quelque chose. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas cligner des yeux. Je l'ai vu clairement, moi, sur ce Porsche, encore et encore, les bras chargés, le cœur ouvert, sans jamais soupçonner une seule fois que j'étais en train d'être vidé. La voix de Franck était de nouveau calme. Nous espacerons les demandes. Diane ne peut pas dire non quand tu pleures. Ça marche à tous les coups. Je n'aime pas lui mentir, dit Linda à voix basse. Ce n'est pas mentir, répondit Greg. C'est la famille. Son argent est l'argent de la famille. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari. À quoi le dépense-t-elle, de toute façon ? À cet appartement. L'appartement dans lequel j'avais tout investi. Celui avec la vue sur le parc et une porte d'entrée qui fermait à clé. Le seul endroit que j'appelais le mien. Elle s'en sortira, dit Franck, d'un ton définitif comme un coup de marteau. Elle gère toujours les choses. C'est ce qu'elle fait. Tu es sûr qu'il n'y a pas d'autre moyen ? Demanda Linda.
La voix de Greg baissa. À moins que tu ne veuilles que j'aille en prison fédérale pour évasion fiscale et fraude. Non, c'est la seule solution. Mon avocat dit que si je peux rembourser avant qu'ils ne creusent plus, ils réduiront ça à des sanctions civiles. Évasion fiscale. Fraude. Mon frère, celui dont il se vantait auprès des cousins, des collègues, des inconnus à l'épicerie. Il n'était pas seulement en difficulté. C'était un criminel, et ils allaient me faire payer pour ça. Je me suis reculé lentement de la porte, en faisant attention de ne pas faire craquer la marche. Mes mains étaient moites de sueur. Le plat a failli glisser. Je l'ai rattrapé. Aucun son. Aucune trace. Je ne pouvais pas les laisser savoir que j'avais entendu. Je suis retourné à ma voiture sans m'effondrer. Cela m'a surprise. Je sentais mes jambes déconnectées, comme si je flottais juste au-dessus du trottoir. Les lasagnes reposaient sur mes genoux comme une blague que je ne comprenais plus. Je n'ai pas démarré tout de suite. Je suis juste resté assise là, moteur éteint, à écouter le faible bourdonnement des insectes d'été et le passage occasionnel d'une voiture. Mon téléphone a vibré dans le porte-gobelet. Un texto de Linda, « Où es-tu, ma chérie ? Le dîner est prêt. » Mon pouce a hésité. Puis j'ai tapé, « Désolé. On m'a appelé au travail. Audit d'urgence. On remet ça. » 3 points clignotèrent. Puis sa réponse est arrivée, « Oh non. Nous avons quelque chose d'important à discuter. Est-ce que ça peut attendre ? » Elle allait le dire. Le toit. Exactement comme il l'avait prévu. Désolé, maman. Mon patron dit que c'est urgent. Je t'aime. Je ne suis pas rentré à la maison. Pas tout de suite. J'ai simplement roulé. Les lumières de la ville, les stations-service, des endroits qui ne me connaissaient pas. J'avais besoin de mouvement, pas d'une destination. Au moment où je me suis enfin garé dans le garage de mon appartement, les lasagnes avaient refroidi. Je les ai laissées sur le siège passager et je suis monté les mains vides. À l'intérieur, je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Je me suis tenu près de la fenêtre, regardant la nuit filtrer à travers les ombres des arbres, et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de la colère, pas encore. Juste une sorte de clarté lasse. Je leur avais donné 40 000 $ l'année de mon diplôme, puis j'avais vécu de nouilles instantanées et de café bon marché jusqu'à ce que je puisse de nouveau économiser. J'ai donné 20 000 $ à Greg quand son entreprise s'est effondrée. J'ai payé pour leur dîner d'anniversaire quand ils ont dit qu'ils étaient à court d'argent. Je n'ai jamais demandé un centime en retour parce que je pensais que c'était ce que les filles faisaient, ce que les bonnes sœurs faisaient, ce que la famille faisait. Mais maintenant je comprenais quelque chose que je n'avais pas compris avant. Ils ne l'ont jamais vu comme de la générosité. Ils l'ont vu comme de la soumission. Au moment où je suis allé me coucher, un plan avait commencé à se former. Silencieux, précis. Je n'allais pas leur dire que je savais. Pas encore. Le lendemain matin, je n'ai pas fait de café. Je suis passé à l'action. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert tous les comptes que j'avais, courant, épargne, investissement, même ce vieux plan de retraite de mon premier emploi. J'ai transféré chaque centime vers de nouvelles banques, que mes parents ne connaissaient pas. J'ai appelé chaque service client, activé des alertes à la fraude et gelé chaque point d'accès commun que j'avais jamais partagé. Puis j'ai changé chaque mot de passe, configuré l'authentification à 2 facteurs et mis à jour les questions de récupération à absolument tout. Mon téléphone a sonné sans arrêt. Maman, papa, Greg. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai envoyé un courriel à ma patronne, Suzanne Richard, et lui ai demandé si elle avait quelques minutes. L'objet était simple, personnel, urgent. Suzanne était une femme vive d'une 50aine d'années, sans enfant, bâtie comme quelqu'un qui aurait traversé le feu en talons. Quand je suis entré dans son bureau, elle n'a pas souri, m'a juste fait signe de m'asseoir. J'ai besoin de conseils, ai-je dit. Pas juridique, pas encore. Juste personnel. Mais cela pourrait affecter mon travail. Elle a hoché la tête. Continuez. Je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais surprise, l'argent que j'avais donné au fil des ans, la fraude de Greg, le plan qu'ils avaient élaboré, mon plan pour disparaître, financièrement parlant. Elle a écouté jusqu'au bout, les bras croisés, son expression s'assombrissant à chaque paragraphe. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en avant. Premièrement, dit-elle,
vous gérez ça mieux que la plupart des gens. Deuxièmement, vous avez besoin d'un avocat. Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'il pourrait essayer de déformer les choses. Troisièmement, vous avez besoin de traces. Chaque dollar, chaque demande. Documentez tout. J'ai ouvert le tableur que j'avais commencé la veille au soir. 5 ans de virements, de dates, de montants, de notes en marge comme urgence de Greg et facture médicale de maman. Suzanne a sifflé doucement. Ça fait presque 200 000 $. Je n'ai rien dit. Je ne pouvais pas. J'avais la gorge serrée. Puis elle m'a regardé, avec quelque chose de doux dans la voix. Maintenant, une dernière chose. Nous avons un poste à pourvoir dans notre bureau de Londres. Même titre, meilleur salaire. Et surtout, un océan entre vous et ce pétrin. Londres, ai-je répété. Vous ne seriez pas seul, dit-elle. Vous auriez du soutien. Nous nous occuperions de votre visa, du déménagement, de tout. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Mais quelque chose en moi a changé. Cet après-midi-là, Greg a finalement réussi à me joindre. Je ne sais pas pourquoi j'ai répondu. Peut-être que je voulais entendre comment il allait présenter les choses. Mon Dieu, Diane, dit-il. Où étais-tu passé? Au travail, ai-je dit, d'un ton neutre. À ce travail qui, selon toi, imprime de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis occupé. Qu'est-ce que tu veux? Nous devons parler. En famille. Dîner demain. Je ne peux pas. J'ai des projets. Plus importants que la famille. Oui, je n'ai pas hésité. Le genre où les gens ne complotent pas pour voler 300 000. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit finalement Greg. Évasion fiscale. Fraude. Tu allais me laisser payer pour ça. Il a ri, trop fort, trop forcé. Tu écoutais. J'apportais des lasagnes, ai-je dit. Tu te souviens de ça? Le dîner de famille? Cette chose en laquelle, selon toi, je crois encore bêtement. Diane, écoute. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Vous l'avez planifié. Tu leur as dit de pleurer s'il le fallait. Tu m'as traité de naïve. J'ai des ennuis. Tu aurais dû y penser avant d'enfreindre la loi fédérale. Tu vas sérieusement me laisser aller en prison pour de l'argent que tu peux te permettre? J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas me permettre les 40 000 que j'ai donnés à maman et papa. Je ne pouvais pas me permettre les 20 000 que je t'ai donnés. Je ne pouvais rien me permettre de tout ça. Mais je les donnais parce que je pensais que c'était ce que la famille faisait. Silence, lourd, comme s'il ne savait pas où aller à partir de là. Je t'en supplie, dit-il. Alors supplie quelqu'un d'autre. J'ai raccroché. Les textos ont commencé immédiatement de Greg, de maman, de papa. Je ne les ai pas lus. Mercredi, on a frappé à la porte du hall de mon bureau. C'était Linda. Elle paraissait plus âgée que dans mon souvenir. Ses cheveux n'étaient pas coiffés, ses yeux étaient rouges. Elle n'a pas attendu qu'on lui ouvre, elle a simplement dépassé la sécurité et m'a trouvé près des ascenseurs. Diane, s'il te plaît, parle-moi. Je suis resté là, dans le hall en marbre de ma firme, en blazer bleu marine et talons, pendant que ma mère pleurait comme une enfant. Nous pouvons parler, ai-je dit. Ici même. Elle a tressailli. On ne peut pas aller quelque part de privé? Greg a des ennuis. Je sais. Fraude, évasion fiscale. Il m'a dit qu'il a fait des erreurs, mais c'est ton frère. Non, c'est ton fils. Aide-le. Nous n'avons pas l'argent. Tu le sais. Alors peut-être qu'il n'aurait pas dû commettre un crime. Sa voix s'est brisée. Comment peux-tu être si froide? Ce n'est pas toi. Tu as raison. L'ancienne moi aurait déjà fait le chèque. L'ancienne moi pensait que l'amour signifiait le sacrifice. L'ancienne moi te croyait quand tu disais que la famille s'entraide. Elle a levé les yeux, confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que l'ancienne moi est morte sur votre porche. Cela l'a arrêté net. Tu ne le penses pas. Je me suis penché plus près, la voix basse. Tu as dit que je ne dirais pas non. Tu as dit que je ne comprends pas comment le monde réel fonctionne. Tu as dit que je fonds quand tu pleures.
De vraies larmes maintenant, pas des larmes de comédie. Une vraie peur. Nous étions désespérés. Non, vous étiez avide. Il y a une différence. Elle a tendu la main. J'ai reculé. Je l'ai laissée là, dans le hall, sous les lettres dorées du nom de ma firme. Je n'ai pas regardé en arrière. Le jeudi est passé en silence. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite surprise. Pendant un instant, j'ai cru que c'était peut-être fini. Qu'ils avaient peut-être enfin compris. Le vendredi après-midi, je rangeais mon bureau quand la réceptionniste a appelé. « Diane, il y a quelqu'un du service juridique en bas, un huissier de justice. Il dit qu'il a des documents pour vous. » Je me suis figé, puis j'ai expiré lentement. « Faites-le monter. » Il m'a tendu une enveloppe Kraft. Pas de contact visuel, pas de mots, juste un nom griffonné et une sortie silencieuse. À l'intérieur se trouvait une plainte officielle. Mes parents me poursuivaient en justice, affirmant que l'argent que je leur avais donné au fil des ans était des prêts, que je demandais maintenant le remboursement, et que je leur avais causé une détresse émotionnelle et une instabilité financière en coupant le contact. C'était absurde. Si absurde que j'ai ri, là, à mon bureau. Pas un rire aigu, un rire creux. Le genre de rire qu'on laisse échapper quand l'incrédulité finit par céder la place à l'épuisement. Ils n'essayaient pas seulement de me culpabiliser. Ils essayaient de me punir. J'ai appelé l'avocate que Suzanne m'avait recommandée, une femme nommée Carole Kim. Efficace, directe. J'ai scanné et envoyé les documents par courriel. Elle m'a rappelé 10 minutes plus tard. Leur dossier ne tient pas la route, dit-elle. Pas de contrat, pas de documentation, pas d'accords écrits. Rien pour prouver que tout cela était un prêt. C'est un cas d'école de harcèlement. Pouvons-nous contre-attaquer, ai-je demandé. Nous pourrions poursuivre pour dommages et intérêts, détresse émotionnelle, diffamation. J'ai marqué une pause. L'idée ne me convenait pas, non, ai-je dit. Je ne veux pas de leur argent. Je veux juste qu'ils disparaissent de ma vie. Il y eut un long silence au bout du fil. Puis Carole a dit, compris. J'ai fermé le dossier, l'ai mis dans un tiroir et l'ai verrouillé. Ce week-end-là, j'ai commencé à faire mes cartons, pas seulement pour Londres, mais pour une vie qui n'inclurait pas des gens qui me voyaient comme un chéquier en talons. Les déménageurs étaient prévus pour mardi. Tout le week-end, j'ai rempli des boîtes avec des choses que j'avais autrefois pensé garder pour toujours, des livres de cuisine avec l'écriture de ma mère dans les marges, des photos encadrées de vacances où j'avais été celle derrière l'appareil photo. Je les ai emballées soigneusement, puis j'en ai laissé la plupart derrière moi. Dimanche matin, Greg a de nouveau appelé. Le numéro était inconnu. J'ai décroché sans réfléchir. « Tu vas vraiment me laisser aller en prison, dit-il. »« Je ne te laisse rien faire du tout, ai-je répondu. »« Tu vas en prison parce que tu as commis des crimes. » Sa voix s'est brisée. « Je pourrais tout perdre. »« Je l'ai déjà fait, ai-je dit. Ma famille, ma confiance, ma conviction que vous vous souciez tous de moi en tant que personne, et pas seulement en tant que ressource. » Silence. J'avais peur, dit-il. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Tu l'as planifié. Tu en as ri. Tu leur as appris comment me mentir. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu n'as pas pensé à moi du tout. Il a réessayé. Diane, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je te l'ai déjà dit. Supplie quelqu'un d'autre. J'en ai fini. J'ai raccroché. Bloqué le numéro. Plus de textos ne sont arrivés. Plus d'appels. Il devait avoir compris que la porte était fermée. Lundi, je me tenais au milieu de mon appartement à moitié vide et je regardais la vie que j'avais construite. Chaque centimètre gagné, chaque dollar durement acquis, chaque objet touché par des gens qui me semblaient maintenant des étrangers. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai fait mon dernier sac, l'ai fermé à glissière et j'ai scotché une note sur la porte d'entrée pour les déménageurs, Londres, appartement de 2 chambres, face à la rivière. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Pas parce que tout était réglé, mais parce que je ne faisais plus semblant. Je l'ai trouvé au fond d'un placard, caché derrière de vieux moules à gâteau dans un plat à tarte ébréché que je n'utilisais plus. Le plat à lasagne, toujours propre, toujours lourd, celui que j'avais porté ce dimanche soir-là, plein de chaleur, d'espoir et de fromage, croyant que je marchais vers l'amour. J'ai passé ma main le long de son bord.
Ce n'était que du verre et du métal, mais d'une certaine manière, il contenait tout. Chaque dîner que j'avais préparé, chaque fois que j'avais essayé, toutes les manières dont il m'avait vidé en souriant. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste pris, me suis retourné et l'ai jeté dans la poubelle de la cuisine. Le son qu'il a produit n'était pas fort. À l'aéroport, carte d'embarquement en main, j'ai reçu un dernier texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas, mais je savais de qui il s'agissait. Linda. Je suis désolé. Pas d'avoir eu besoin d'aide, mais de la façon dont nous avons prévu de l'obtenir. Tu méritais mieux. J'espère qu'un jour tu pourras nous pardonner. Je l'ai regardé pendant un long moment, puis j'ai répondu, j'espère qu'un jour vous mériterez le pardon. J'ai éteint mon téléphone et j'ai marché vers ma porte d'embarquement. 6 mois plus tard, le message est arrivé par l'intermédiaire de mon avocate. Greg avait été condamné, 18 mois de prison fédérale pour évasion fiscale, fraude électronique et tentative de dissimulation d'actifs. Mes parents avaient vendu leur maison pour aider à couvrir ses frais de justice. Ils ont tout de même perdu la majeure partie. Ils vivaient maintenant avec ma tante en Floride. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni culpabilité, ni même de la colère. Ce n'était plus que des noms maintenant. Des gens que j'avais connus dans une vie que je ne vivais plus. À Londres, le ciel changeait constamment à gris, puis argenté, puis quelque chose de presque chaud. J'avais un appartement d'angle avec de vieux murs de briques et une vue sur la rivière. Je m'étais fait des amis, de bons amis, des collègues qui m'appréciaient pour plus que ma signature sur un chèque. Parfois, les dimanches matins tranquilles, je faisais encore des lasagnes, juste pour moi. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que je me souvenais de la fille qui croyait autrefois qu'apporter de la nourriture revenait à apporter de l'amour. La fille qui portait son cœur dans un plat à gratin et le laissait sur leur paillasson encore et encore, espérant qu'un jour il le lui rendrait entier. Elle était partie maintenant. À sa place se tenait quelqu'un de différent. Quelqu'un qui savait que l'amour sans respect n'est qu'une dette déguisée. Quelqu'un qui comprenait que partir n'était pas abandonner. C'était se souvenir de qui l'on est. Et parfois, la seule personne qui se présente vraiment pour vous, c'est vous-même. J'avais l'habitude de penser que se présenter était suffisant. Que si je continuais à dire oui, à donner, à préparer des gratins et à couvrir les factures, il finirait par me voir, moi, et pas seulement ce que je pouvais offrir. Mais certaines personnes ne vous aiment que tant que vous êtes utile. Et au moment où vous arrêtez de donner, vous cessez d'exister. Je ne suis pas parti pour les punir. Je suis parti pour protéger ce qui restait de moi. Si vous vous êtes déjà retrouvé devant une porte avec quelque chose de chaud dans les mains et de l'espoir dans le cœur, seulement pour entendre la vérité qui vous brise, je vous vois. Vous n'avez pas à expliquer pourquoi vous avez arrêté d'appeler, pourquoi vous n'êtes pas rentré à la maison pour les fêtes, pourquoi vous êtes parti. Vous ne devez d'excuses à personne pour vous être sauvé. Si vous avez déjà été celui ou celle qui a donné en silence, laissez simplement un mot que vous auriez aimé qu'ils vous disent.